Ça y est, aujourd'hui on parle d'un des persos les plus intéressants de South Park, un de ceux dont j'avais le plus envie de parler, et au vu du résultat du dernier sondage, je crois que vous partagez aussi mon avis. Il n'a cessé de se complexifier avec le temps, de running gag à personnage principal pour finir par devenir le grand oublié de la série. Son écriture est finalement beaucoup plus poussée et nuancée que ce à quoi on pourrait s'attendre. Hey salut à tous, ici Maniaco, et aujourd'hui plus qu'un sidekick, un zombie, un justicier ou encore une princesse, revenons aujourd'hui ensemble sur le véritable héros de South Park, j'ai nommé Kenny McCormick. Alors, qui est Kenny ? Kenneth Kenny McCormick est l'un des 4 personnages principaux de la série, avec Eric Cartman, Stan Marsh et Kyle Broflovski. A l'instar de ses 3 amis, il apparaît pour la première fois dans les courts-métrages The Spirit of Christmas en 1992 et 1995, et est interprété en VF par William Corrin et en VO par Matt Stone lorsqu'il parle dans son anorak, par Mike Judge dans South Park le film, et par le producteur Eric Stowe pour tous les autres moments où il parle sans que sa voix soit étouffée. Comme beaucoup d'autres personnages de South Park, Kenny est basé sur une personne réelle, en l'occurrence un ami d'enfance de Trey Parker qui s'appelait aussi Kenny. Le vrai Kenny était l'enfant le plus pauvre du quartier, portait une parka orange qui rendait chacune de ses phrases difficiles à comprendre, et il séchait souvent les cours, ce qui poussa les autres enfants à faire des blagues comme quoi il serait mort. Donc ouais, l'inspiration est assez évidente. Le personnage de Kenny est surtout connu pour être mort dans presque tous les épisodes des 5 premières saisons, mais on reparlera plus précisément de ses morts après. Il est également facilement reconnaissable parce qu'il porte presque toujours une parka orange, ou a au moins le visage caché la grande majorité du temps, ce qui couvre la majeure partie de son visage et étouffe son discours. Puis il sort aussi du lot par rapport aux autres puisque sa famille est la plus pauvre de la ville. Kenny a été évincé de la série dans l'épisode de la 5ème saison Kenny Summer, mais il est finalement revenu à la toute fin de la saison suivante dans La chute du traîneau rouge. Pour plus de détails sur pourquoi le personnage a disparu pour au final revenir une saison plus tard, je vous invite à aller voir ma review sur Kenny Summer, mais en gros, les créateurs voulaient supprimer un personnage du quatuor principal, et comme il était dur de développer Kenny et que le running gag s'est soufflé, c'est lui qui a été choisi, jusqu'à ce qu'au terme de la saison 6, Parker et Stone décident de revenir sur leur décision. Il est depuis un personnage régulier, bien que ne mourant maintenant qu'occasionnellement, mais sa présence au premier plan n'a fait que diminuer au fur et à mesure des années, bien qu'il ait quand même eu plusieurs moments particulièrement marquants. Déjà pour commencer sur sa personnalité, Kenny est celui qui a le plus de connaissances et d'expérience en matière de sexualité par rapport aux autres enfants. Dans les premiers épisodes, lorsque les garçons ne connaissent pas un mot, c'est vers Kenny qu'ils se tournent pour comprendre, c'est le cas dès l'épisode 1 avec le mot godmiché par exemple. Dans ce cas-là, c'est doublement pratique que ses réponses soient étouffées, puisque d'un côté, ça empêche la censure, et en plus, comme on ne comprend pas forcément ce qu'il dit, alors que les autres garçons oui, ça vient rajouter une couche de confusion supplémentaire, puisqu'on ne peut que deviner ce qu'il a bien pu dire. Toute l'intrigue de la bague tourne également autour du fait que Kenny veut recevoir une fellation, et dans Camp de Régime, c'est cette fois lui qui en fait une à Howard Stern pour 10$. Ses connaissances en la matière proviennent d'ailleurs probablement de son environnement familial, puisque sa maison regorge d'affiches et de magazines porno. Kenny est aussi catholique, et on le voit souvent à l'église avec les autres habitants de South Park, cependant, il n'est pas connu pour être particulièrement religieux, ce qui l'amène à rater la messe et finir en enfer dans le film. Il est aussi connu comme l'un des enfants les plus grossiers du groupe, jurant souvent dans ses dialogues, bien que ça puisse être dur à comprendre. Les McCormick vivent également dans une extrême pauvreté, ce qui fait que Kenny n'a que très peu d'estime pour lui quand il y a quelques dollars à la clé. Il ne trahirait pas ses amis pour de l'argent, par contre faire toutes sortes de trucs crades ne le dérangera pas le moins du monde, que ce soit vendre son corps ou encore disséquer un lamentin et manger sa rate, puis la régurgiter et la manger à nouveau. Tous les trucs dégueux ou dangereux qu'il fait sans problème sont aussi lié au fait qu'il ne puisse pas mourir. Dans tous les cas, quoi qu'il fasse, il finira par être blessé et crevé de manière affreuse, donc plus grand chose n'a d'importance après ça. Et tant qu'à faire, autant sortir un peu d'argent de cette situation tragique. Bon, là j'ai parlé des aspects les moins reluisants de sa personnalité, mais plus que tout, Kenny est un des meilleurs potes qu'on puisse avoir. Déjà, il se montre très loyal envers ses amis, même lorsqu'il est insulté ou ridiculisé, et il faut dire que souvent Kenny n'est pas traité à sa juste valeur par ses amis. Dans Les Scouts Juifs, Kyle trahit Kenny en le dénonçant aux anciens, mais plus tard, Kenny finit quand même par sauver tout le monde en se sacrifiant. Bien qu'il soit en quelque sorte un protagoniste silencieux, Kenny semble toujours très empathique lorsqu'il s'agit des autres, et en particulier de ses amis. Dans Les Handicapés vont-ils en enfer, il s'inquiète vraiment de la possibilité que Timmy aille en enfer. Dans Potes pour la vie, le testament de Kenny stipule que Cartman recevra sa PSP parce qu'il a pitié de lui, puis comme meilleur exemple de son bon cœur et de son héroïsme, dans South Park le film, il sauve le monde en se sacrifiant encore une fois. Pour finir sur sa personnalité, je tiens à rappeler que même si de notre point de vue, Kenny arbore la plupart du temps un visage impassible à cause de sa capuche, il est en fait quelqu'un de très émotif. Par exemple, il peut s'avérer vraiment colérique. Dans Pauvre et Stupide, quand Cartman ruine la réputation des courses de NASCAR, Kenny est suffisamment en colère contre lui pour essayer de le tuer avec un fusil de sniper, ce qui est quand même pas rien, ou encore dans Le Coon contre
Solokun et sa bande, il est à deux doigts de frapper Kyle lorsque celui-ci admet trouver cool le fait de ne pas pouvoir mourir. Et même en dehors de ça, on retient souvent les moments où il crie, danse et saute de joie, ou encore les quelques passages où il s'effondre en pleurs comme dans La mort d'Eric Cartman, lorsque Cartman a mangé toute la peau des tenders KFC. C'est pour ça que même si ça ne saute pas aux yeux du spectateur, Kenny est finalement un garçon très expressif. Donc malgré son sens de l'humour pervers, son cynisme et ses grossièretés, il est souvent dépeint comme un personnage gentil, courageux et intelligent. C'est le perso le plus héroïque et loyal de la série, et il le restera même pendant toute sa vie. En effet, dans les post-Covid, on apprend qu'il a réussi à créer une machine à voyager dans le temps dans le seul but de restaurer son amitié avec Stan Kyle et Cartman, et ainsi offrir un meilleur futur à tout le monde. Bon ok, sauf Cartman. Et d'ailleurs, tout ce qu'on voit du professeur McCormick me fait penser qu'il a l'air de toujours être quelqu'un de super cool. Même avec 40 ans de plus, il a l'air toujours aussi sympa. Déjà, pour ce qui est de sa famille, elle est loin d'être parfaite. En plus de l'extrême pauvreté dans laquelle ils vivent, les parents McCormick sont tous deux d'instables alcooliques violents qui produisent et touchent aussi à la drogue occasionnellement. Kenny n'est d'ailleurs pas particulièrement proche de sa famille, à l'exception de sa petite sœur Karen, qu'il protège de tout ce qui pourrait la blesser. Il veut que sa sœur soit heureuse et ait la meilleure vie possible, pour qu'elle n'ait pas à souffrir au quotidien comme lui. Kenny comme grand frère protecteur, c'était vraiment bien vu, et rien que pour ça, je suis content que les scénaristes aient fini par créer le personnage de Karen, bien que ça ait été fait un peu tard. Ça fait chaud au cœur de voir ces deux-là interagir, et c'est sûr qu'avec un ange gardien comme Kenny, Karen n'a clairement rien à craindre. Ils ont aussi un grand frère, Kevin, qui est très effacé, mais avec lequel Kenny semble tout de même bien s'amuser de temps en temps. Il semble aussi avoir une plutôt bonne relation avec son père, et probablement avec son grand-père aussi, vu qu'il lui fait un massage intégral dans le camp de régime. Mais en revanche, il n'a pas l'air très proche de sa mère. Mais donc s'il fallait résumer, Stuart et Carol McCormick ne se sont pas beaucoup occupés de l'éducation de leurs enfants, préférant à la place se battre et s'insulter en face d'eux. C'est ce manque d'éducation qui peut expliquer beaucoup de choses dans le comportement de Kenny. La luxure qu'il caractérise par exemple vient probablement du fait que ses parents n'ont jamais vraiment fait attention à ce qu'un enfant doit ou non connaître, et comme il était livré à lui-même à ce niveau-là, on peut dire que Kenny s'est éduqué lui-même avec ce qui lui tombait sous la main. Kevin, Kenny et Karen ont donc appris à prendre soin les uns des autres puisque ce n'est pas leurs parents qui leur auraient servi de modèle à ce niveau-là, ce qu'on peut notamment voir dans l'épisode le plus pauvre de l'école. Maintenant, si on parle de ses amis, Kenny étant une personne amicale en général, on le voit souvent interagir avec toutes sortes d'autres personnages. Il est l'un des leaders des garçons de l'école, même si dans le quatuor principal il fait surtout office de suiveur, il s'entend apparemment bien avec tout le monde, et malgré son obsession pour le sexe, il semble aussi avoir une relation décente avec les filles de l'école. Maintenant, lorsqu'on parle plus précisément de ses meilleurs amis, sa relation avec Cartman a toujours été plutôt mouvementée, mais ils reviennent toujours à leur statut d'amis proches, jouant et traînant ensemble, même encore dans la dernière saison. Certes, Cartman lui a dit à plusieurs reprises qu'il le détestait, et Kenny était un peu son souffre-douleur dès qu'il en avait besoin d'un avant que Butters prenne sa place, mais il lui a aussi plusieurs fois avoué qu'il le considérait vraiment comme son meilleur ami, et ils sont même déjà allés à Casa Bonita rien qu'à deux, ce qui pour Cartman n'est quand même pas rien. L'âme de Kenny a également été temporairement piégée dans le corps de Cartman, et bien qu'on ne sache pas si ça les a particulièrement rapprochés, on peut quand même noter que Kenny le tolère toujours après ça, bien qu'il ait pu voir tout ce que contenait l'esprit malade de Cartman. Kenny considère également Stan et Kyle comme ses meilleurs amis, leur faisant même don de presque tout dans son testament. Bien que sa relation avec eux ne soit pas aussi complexe que celle qu'il entretient avec Cartman, il apprécie toujours leur compagnie et essaie souvent de les impressionner ou de les faire rire. Par contre, un tournant a vraiment été pris avec le spécial vaccination concernant l'amitié des 4 garçons. On peut dire que ça a déjà été amorcé plus tôt, notamment dans l'épisode Les Trottinettes, mais la pandémie de Covid aura finalement eu raison de la bonne entente entre Stan, Kyle et Cartman, alors que pour Kenny, c'est encore différent. Les 3 garçons abandonnent leur amitié suite à toutes les tensions que le corona a engendrées, et Kenny est le seul à vouloir sauver leur groupe, ce à quoi les autres répondent en l'ignorant et en lui laissant même pas la possibilité de s'exprimer, se le repassant à tour de rôle comme un bébé, ou pire, un boulet. Alors que lui veut juste que son groupe reste soudé, et il va littéralement passer sa vie à essayer d'atteindre ce but. Le seul à être resté fidèle, c'est bien Kenny, et bien que le futur ait finalement été changé grâce aux efforts de chacun, les post-Covid montrent bien que jusque-là, franchement Cartman, Stan et Kyle ne méritaient pas un ami aussi attentionné. Après, Kenneth a bien sûr d'autres amis en dehors de ce petit groupe, puisqu'il entretient par exemple une relation très proche avec Butters. Ils s'entendent généralement bien, et Butters lui a même fait un dessin d'eux dans un avion lorsque Kenny était mourant. Leur amitié a véritablement évolué dans l'épisode Le Apaloa de Butters, lorsque Butters admet que Kenny est le seul enfant de l'école à avoir de la dignité et à ne pas être faux ou prétentieux. Dans le même épisode, Kenny l'aide à monter à bord de son avion pour Hawaï et aide Butters contre vents et marées à réussir son Apaloa pour qu'il redevienne l'enfant joyeux et naïf qu'il a toujours été. Puis encore une fois, même dans le futur des post-Covid, c'est avec lui qu'il a fait équipe pour construire sa machine à voyager dans le temps.
Kenny semble également bien s'entendre avec Tolkien et Craig, comme ses autres amis il était aussi très proche de Chef, mais il a également un groupe élargi d'amis plutôt surprenants avec lesquels il partage certains points communs. Il a par exemple été nommé par Jimbo comme neveu honoraire, est devenu ami avec Lukim à force de l'aider dans son restaurant, a formé une équipe avec Monsieur Mackay pour débarrasser la ville des trottinettes électriques, est devenu pote avec la reine gothique Henrietta en tant que Mystérion dans From Dusk till Casa Bonita, et il a même aidé Satan à sortir de la relation toxique qu'il entretenait avec Saddam Hussein, tout en défendant quelques saisons plus tard le paradis des troupes de ce même Satan, obtenant alors l'amitié de Saint-Pierre et de l'archange Michel. Enfin, pour ce qui est de ses relations amoureuses connues, Kenny a eu 2 copines au fil des saisons. Il a d'abord rencontré Kelly lors d'une excursion dans la forêt tropicale, et elle lui a sauvé la vie en lui faisant du bouche à bouche, et on sait qu'ils sont restés ensemble quelques temps après ça. Sa copine suivante, Tammy Warner, était, une fille facile, et c'est pour ça que Kenny s'est intéressé à elle. Il en a profité pour avoir une fellation qui lui sera finalement fatale, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre eux après ça. Cependant, à en juger par la fin de Chasse aux garces, où l'on voit Kenny dévasté suite à une lettre de rupture, il est possible que Kenny et Tammy se soient remis ensemble jusqu'à ce moment-là, mais impossible d'en être sûr. Alors oui, bien sûr, Kenny est avant tout connu pour mourir des tonnes de fois, et pendant longtemps, c'était juste un running gag gore et stupide sans réel but ni explication. À l'époque, pour ce qui était de savoir si les autres personnages gardaient en mémoire les morts de Kenny, c'était plutôt inconstant. La majorité du temps, tout le monde était choqué et finissait par oublier ce qui s'était passé, mais ça arrivait qu'on ait des réactions différentes. Par exemple, Stan et Kyle ont déjà ri à la mort de Kenny en réagissant comme s'ils étaient au courant du running gag, Jimmy a déjà essayé de tuer Timmy en lui offrant une parka orange, montrant donc qu'il savait ce qui arrive régulièrement à Kenny, et il y a aussi Cartman qui déclare dans Cartmanland que Kenny meurt tout le temps. Ah, celui-là on me l'a pas mal sorti dans les commentaires de mon iceberg quand je parle du fait que personne ne soit au courant que Kenny meurt, mais il faut bien comprendre que pour tous ces exemples, c'est évidemment juste des gags. La série a une temporalité assez élastique, et ce n'est pas rare qu'on ait des brisages de 4ème mur ou des incohérences juste pour le plaisir de surprendre le spectateur et d'avoir une blague efficace. Donc non, malgré cette réplique, Cartman ne se souvient pas non plus des morts de Kenny. Par contre, si quelque chose de plus sérieux a été instauré dès le début de la série concernant ses morts, c'est bien que Kenny, lui, s'en souvient, et en plus, ça l'affecte profondément. En effet, dès la saison 1, dans Monsieur Hanky le petit caca Noël, on le voit tout l'épisode essayer d'échapper à des morts évidentes, et il est au final heureux d'avoir réussi à survivre tout du long. Et avant même toutes les histoires avec Mystérion, Kenny éprouvait déjà du ressentiment envers ses amis parce qu'il ne s'inquiétait pas de son sort. C'est notamment le cas dans Tampon cheveux de Cherokee, où Stan pleure en voyant que Kyle risque de mourir, ce qu'il ne fait jamais pour Kenny, à part bien sûr dans certaines rares exceptions. Un autre élément troublant par rapport à ça se trouve dans l'épisode Tropical Tropical, où Kenny se fait frapper par la foudre, ce qui déclenche l'habituelle catchphrase de Stan et Kyle. Sauf que cette fois, il y a aussi Kelly, la nouvelle copine de Kenny, qui au lieu de juste traiter d'enfoirés ceux qui l'ont tué, essaye vraiment de l'aider. Et le pire, c'est que ça marche, elle arrive à le sauver et Kenny termine l'épisode en pleine forme. Tout ça montre donc que si, au lieu de réagir sans jamais rien tenter, si Stan et Kyle prenaient le temps de venir en aide à Kenny, il pourrait très bien lui sauver la vie. Enfin, ça marche pas à chaque fois, il y a certaines situations où malheureusement, Stan et Kyle ne pourraient rien faire, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc même si on n'y faisait pas vraiment plus attention que ça avant que la trilogie du Coon vienne montrer à quel point ce n'est pas drôle du tout, on avait déjà quelques éléments nous permettant de comprendre le calvaire que vivait Kenny. Puis ensuite un épisode vint chambouler tout ce qu'on pensait connaître, et c'est Kenny se meurt. Cet épisode est très important pour l'évolution du traitement de Kenny puisque c'est cette mort semi-permanente qui a permis de stopper le running gag, et qui plus est, de le stopper de manière naturelle, puisque Parker et Stone en avait marre, et c'est vrai qu'à force, ça commençait à s'essouffler. Suite à ça, on a eu la saison 6 qui a été la première à développer un fil rouge sur autant d'épisodes, ce qui permet de développer d'autres personnages pendant ce temps-là, et qui a eu aussi pour effet de faire prendre conscience à tout le monde de la vraie valeur de Kenny, beaucoup d'épisodes de cette saison tournant autour du vide qu'a laissé Kenny après sa disparition. Même en étant mort, son esprit continua à hanter la série, ce qui devint encore plus évident avec toute la sous-intrigue de Cartman qui boit les cendres de Kenny et finit par partager son corps avec lui. Puis l'absence prolongée de Kenny a surtout fait comprendre à Parker et Stone qu'il manquait quelque chose sans lui, et qu'il pouvait être utilisé autrement que juste comme un personnage fonction. Il est finalement irremplaçable, et ça, même les enfants finissent par le comprendre dans la saison, ce qui amena donc à la fin des morts systématiques de Kenny, et à partir de là, chaque décès sera donc beaucoup plus drôle et impactant qu'avant. Après, pour ce qui est de l'explication de ces réapparitions, on a fini par avoir des réponses, même si plusieurs points varient. Dans Cartman s'inscrit à la Nambla, il est expliqué que son âme retourne dans le ventre de sa mère, et celle-ci accouche d'un nouveau Kenny, qui grandit en une nuit pour retrouver l'âge qu'il avait avant sa mort. Cette explication a été complétée dans la trilogie du Coon, qui confirme bien que s'il se réveille dans son lit, c'est bien parce que sa mère le met au monde à chaque fois. Au moment de mourir, il voit parfois une lumière blanche, parfois le paradis, et parfois l'enfer, mais il finit toujours par revenir, et enfin,
on commence à comprendre d'où ça vient. En effet, ses parents assistaient aux réunions du culte de Cthulhu lorsque Carol était enceinte de Kenny. Pas parce qu'ils étaient croyants, mais juste parce qu'ils pouvaient boire de l'alcool gratuitement. Ils ne se souviennent donc pas de ce qui s'est passé dans ces réunions, étant trop bourrés pour se rappeler de quoi que ce soit, mais c'est donc ces réunions qui sont supposées être à l'origine de l'immortalité de Kenny. Depuis l'éveil de Mysterion, Kenny est alors devenu apathique face à son incapacité à mourir. Après tant de morts, il considère sa disparition comme un simple désagrément, un désagrément atroce et douloureux, et toujours extrêmement ennuyeux. Son apathie atteignant un point tel que plutôt que de rentrer à pied de la maison de Cartman à la fin de la trilogie, il se tire une balle dans la tête afin d'y apparaître instantanément. C'est aussi un appel désespéré à ses amis pour qu'ils essaient de se souvenir de sa mort, mais malgré ses suicides, tout est vain. Mysterion est voué à être le seul à se rappeler de ses tragédies. Puis d'ailleurs tiens, comme on a déjà commencé à en parler... Dans l'éveil de Mysterion, on apprend que Kenny est la véritable identité de Mysterion, et qu'il a donc réellement le pouvoir de l'immortalité, se réveillant dans son lit comme si de rien n'était chaque fois qu'il se fait blesser mortellement. Et le personnage de Mysterion, c'est pour moi la meilleure chose qu'il soit arrivé à Kenny depuis le début de South Park. C'est une révélation qui, grâce à des éléments déjà établis dans la série, a grandement développé son personnage, en lui donnant une profondeur qui n'était pour l'instant que suggérée. Mysterion magnifie parfaitement qui est Kenny intrinsèquement, il rend évident le cauchemar qu'il vit au quotidien avec sa malédiction, tout en mettant en exergue le fait qu'il soit le personnage le plus bon et altruiste de tous. C'est un héros dans le sens authentique du terme, qui là devient donc carrément un super-héros. Il tente de faire le bien autour de lui, sans pour autant vouloir être personnellement reconnu comme un bienfaiteur. Kenny ne veut pas que les gens sachent qu'il est Mysterion, et dans ce sens, il a été créé comme le parfait opposé du Coon, pour qui ses missions servent avant tout ses intérêts égoïstes. Tous ces malheurs lui ont créé cette carapace, un alter ego qui sauve et protège les innocents. Il l'utilise d'ailleurs pour améliorer le quotidien de ses proches, en étant l'ange gardien de sa petite sœur, et en forçant son père et sa mère à arrêter la drogue et être de meilleurs parents. Et même sans trop analyser non plus, soyons honnêtes. Putain, qu'est-ce qu'il est cool, Mysterion! Il y a trop de scènes incroyables avec lui. L'intro de l'éveil de Mysterion en mode comics, ses suicides qui sont soit des sacrifices, soit des moments de désespoir profond que ses amis finiront par oublier inlassablement, ou bien encore sa façon de défendre Karen de la brute qui l'agresse. Mais bon, en dehors de ça, ce qui est pour moi le plus important avec lui, c'est que la révélation des pouvoirs de Kenny à travers Mysterion vient donner une saveur nouvelle à la série dans sa globalité, un nouveau sens de lecture à tout ce qui s'est passé avant si on prend le point de vue du pauvre blondinet. Alors oui, j'exagère à peine en disant ça, mais je le pense, une fois qu'on a compris ce que Mysterion explique, tout est remis en question, et chaque mort gaguesque de Kenny revêt alors un sentiment bien plus sombre et tragique que ce à quoi on était habitué. On le voit contrarié par le fait que ses amis n'aient aucun souvenir de sa mort, et ça touche profondément Kenny, lui qui cherche inlassablement des réponses à sa condition, et également un moyen d'y échapper. Puisque oui, en cherchant à affronter Cthulhu, Kenny souhaite mettre fin à tout ça, trouver la mort une bonne fois pour toutes, et rester cette fois mort à jamais. Donc au final, avec Mysterion, tout est plus clair. Kenny est le personnage qui a le plus connu l'enfer, qui a la pire vie comparée aux autres enfants, et malgré tout ça, plutôt que de devenir rancunier, cynique, blasé, colérique, prétentieux, égoïste ou que sais-je encore, il s'est servi de ses traumas pour en faire une force. Et c'est ça Kenny, quelqu'un qui a toutes les raisons d'en vouloir à la vie, mais qui a un si bon fond qu'il reste intègre et fidèle à ce qui est important pour lui. Mais bon, malgré ça, il me reste un dernier point à aborder avant de passer à ces grands moments. Parlons rapidement de l'évolution de l'utilisation de Kenny. Comme je l'ai déjà dit, Kenny était à la base un running gag, juste un outil qui servait de blague à la fois par sa capacité à dire des choses obscènes sans qu'on comprenne, et bien sûr aussi par ses morts à répétition. Mais finalement, le running gag s'est changé en drama. Il a quand même fini par être développé jusqu'à devenir un personnage principal, qui bien qu'étant le plus secondaire de tous, reste mémorable au point que lorsqu'il n'est plus là, il finit par manquer à tout le monde. Mais le problème, c'est qu'ensuite, sans qu'on ait vraiment eu le temps de s'en rendre compte, il est redevenu très secondaire, se contentant juste d'aider ses potes dans leurs aventures. Et bien qu'il ait eu quelques très bons moments par-ci par-là, le point culminant restant donc la saison 14, petit à petit Kenny s'est de nouveau vu oublié. Alors oui, bien sûr qu'il est difficile de l'utiliser vu ses caractéristiques de personnage quasi muet, c'est d'ailleurs notamment ce qui avait poussé Parker Stone à le tuer à la base, mais dans les dernières saisons, il est juste absent, et les quelques épisodes où il n'a ne serait-ce qu'une réplique se comptent sur les doigts d'une main. J'en parle beaucoup dans mes reviews flash, tant chaque apparition devient presque un événement, un peu comme si Kenny était un caméo, alors que c'est quand même censé être l'un des personnages principaux. Il est clairement sous-utilisé, et ça, n'importe quel spectateur s'en rend compte, surtout que les fans ne cessent de toujours demander qu'il ait de nouveau un vrai rôle. Mais bon, je terminerai quand même par un message d'espoir puisque grâce au post-Covid, je dis que Kenny est toujours le même et que les scénaristes continuent quand ils en ont l'occasion à essayer de lui redonner de plus en plus d'importance. Il y a aussi eu Dickenbo's Hot Dog dans la saison 26 où il est au premier plan, bien qu'il ne soit finalement utilisé que comme assistant d'Eric, mais j'ai le sentiment que les scénaristes ont compris que c'est un personnage qui a toujours un potentiel immense et qui ne cessera de faire plaisir aux fans à chacune de ses apparitions.
Bon alors pour les grands moments, désolé mais je vais déjà skip Kenny se meurt et la trilogie du Kun, puisque oui, même si ce sont des épisodes incroyables, évidemment, je considère que j'en ai déjà assez parlé dans cette vidéo, donc je vais plutôt me concentrer sur d'autres épisodes. Tropical est l'un des premiers épisodes où Kenny a une bonne petite intrigue touchante et sa relation avec Kelly est vraiment très sympa. Puis même globalement, l'épisode est vraiment drôle. Avec les scouts juifs, c'est la première fois où on voit Kenny comme un vrai héros, se sacrifiant au final pour sauver ceux qu'il avait pourtant ostracisés plus tôt. Dans Cartman s'inscrit à la Nambla, Kenny semble plus cruel que d'habitude en essayant d'empêcher sa mère d'accoucher d'un nouveau bébé, bien qu'en y réfléchissant, on puisse se dire qu'il fait peut-être ça pour éviter à un enfant de naître dans ces conditions misérables, ou bien alors parce qu'il savait comment ça finirait et qu'il voulait tout simplement tenter d'éviter sa propre mort. Mais bon, plus que tout, c'est la première fois où on nous explique comment se déroule son processus de résurrection. Alors si je mets ici une échelle pour aller au ciel, c'est déjà parce qu'il est génial, mais aussi pour parler de tous ces épisodes de la saison 6 qui tournent autour de Kenny sans qu'il soit réellement présent physiquement. Tout le fil rouge où il partage son corps avec Cartman a amené beaucoup de moments très drôles, et c'est aussi ça qui fait le charme de cette saison. Pote pour la vie nous montre que le jeune McCormick est un stratège de génie. Il a souvent été dépeint comme étant intelligent, mais cet épisode le prouve très bien, avec en plus une intrigue et des thématiques très intéressantes. Planète Gronibar est un épisode super drôle, et aussi un peu triste quand on se rend vraiment compte d'à quel point Kenny a une personnalité addictive. C'est un de ses épisodes les plus mémorables, et puis bien sûr, rien que pour le style d'animation à la Métal Hurlant, ça vaut toujours le coup. La bague, c'est clairement l'épisode qui se concentre sur la luxure du blondinet. Bon oui, évidemment avec Planète Gronibar. Il est vraiment marrant, notamment grâce à la première apparition de Mickey Mouse, et encore une fois, la relation de Kenny et Tammy est très chouette à suivre. Avec le plus pauvre de l'école, on a encore droit à un épisode où Kenneth se montre comme le héros qu'il est, sous la forme de Mysterion. C'est toujours très cool de revoir Mysterion, et en particulier ici où il est utilisé pour développer sa relation avec sa sœur, et c'est juste trop mignon de voir ça. Les trottinettes est l'épisode le plus récent de cette sélection. Kenny est ici abandonné par tous ses amis, et c'est très triste à voir. Il finit donc par faire équipe avec McKay pour sauver la ville une fois encore, et ça donne un super épisode d'Halloween. Leur dynamique est vraiment très cool, et McKay admet même que grâce à ses qualités humaines, Kenny pourrait faire un très bon conseiller, ce qui fait du bien à entendre puisque c'est pas souvent que quelqu'un parle aussi clairement d'à quel point Kenny est un gentil garçon. Et avant de passer au dernier grand moment, je me dois quand même de citer quelques mentions honorables. Déjà, Conjonctivite pour Zombie Kenny, la trilogie du Black Friday pour Princesse Kenny, Comment manger avec son cul pour Tête de cul Kenny, mais bon, si je m'éloigne des alter ego, on a aussi Une ville idéale, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur Lokim donc je vais pas me répéter, Coq Magic, Twig vs Craig, Le Apaloa de Butters, Camp de Régime, ou encore Pauvre et stupide. Et donc pour finir avec ces grands moments, South Park, plus long, plus grand et pas coupé. Et oui, j'étais obligé de terminer par le film, c'est tellement symbolique. La mort de Kenny est ici le déclencheur d'une suite d'événements terribles, et c'est clairement de loin une de ses morts les plus drôles. Il utilise justement ses qualités de conseiller pour arriver à faire ouvrir les yeux à Satan, puis plus que tout, son sacrifice final est probablement mon moment préféré de tout South Park. Cette fin est juste parfaite, avec le tout premier face reveal de Kenny et sa voix que l'on entend pour la première fois, c'est encore une fois une preuve évidente d'à quel point c'est incontestablement lui, le vrai héros. Kenny est mort 103 fois dans la série, mais le décompte monte jusqu'à 120 si on compte les autres médias comme les shorts, les jeux vidéo ou les films. Et il est même mort de 9 façons différentes rien que dans les génériques. Ce qui fait que si on calcule, grosso modo, Kenny meurt au final dans 30% des épisodes. Son nombre maximum de morts en un épisode est de 3. C'est le cas dans Le Kun contre le Kun et sa bande, et également Conjonctivite, si on compte ses morts en tant que zombie. Il s'est d'ailleurs suicidé au total 10 fois, certains étant des sacrifices héroïques, d'autres pas du tout. Oh mon dieu, ils ont tué Kenny a été prononcé 62 fois. Le tout premier Emmy Award que South Park a gagné fut pour l'épisode Pote pour la vie, qui est donc centré sur Kenny. Kenny est le seul des 4 garçons à ne pas avoir d'épisode centré sur son anniversaire. Cartman a Damien, Kyle a Casabonita, et Stan est à de trous du cul cynique. Kenny a de nombreux centres d'intérêt. Il y a certes ceux qu'il partage avec les autres garçons pendant un temps, comme le catch ou les jeux vidéo, mais il y en a également beaucoup qui lui sont personnels, comme la musique péruvienne, les courses de NASCAR ou même les Monster Trucks. Beaucoup de sites de fans affirment que la mère de Kenny l'aurait eu à 16 ans, et vu que son frère Kevin a environ 13 ans, ça voudrait dire que Carol l'aurait donc eu lorsqu'elle en avait 12. Ça signifierait donc une différence d'âge d'une quinzaine d'années entre Carol et Stuart, mais à vrai dire, aucun épisode n'a dit de source sûre qu'elle avait eu Kenny à 16 ans, donc tout ça ne reste que simple théorie. Et pour finir, sachez que dans cette vidéo, je dis le nom de Kenny exactement 120 fois, soit le nombre total de ses morts dans tout South Park jusqu'à présent.
Au final, Kenny est un des personnages au background le plus complexe, que ce soit par son contexte familial et économique compliqué, ou bien sûr par la malédiction qui le pousse à souffrir éternellement, le cadet McCormick est au final un personnage à l'histoire très triste. Ses expériences le poussent souvent à avoir une approche très sombre de ce qui lui arrive, et son obsession très prononcée pour le sexe pourrait d'ailleurs être une façon pour lui de cacher son mal-être. Son utilisation dans la série a connu des hauts et des bas en passant de simples blagues à réel personnage principal pour au final être relégué à un personnage tertiaire, mais ça n'empêche pas d'être constamment réclamé par les fans. Faut dire que Kenny est déjà un personnage très sympa à la base, mais plus on s'intéresse à lui, plus on trouve de nouvelles raisons de l'aimer. Il est l'un des personnages les plus positifs, si ce n'est le plus positif, et pour moi, vous l'aurez compris, s'il ne fallait ne garder qu'un seul vrai héros dans South Park, ce serait sans hésiter Kenny McCormick. Et voilà, c'est maintenant que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour le prochain SPCS, on va retourner sur un personnage plus secondaire, et donc pour ça, c'est l'heure du sondage. Je vous laisse alors cette fois le choix entre Servietsky, Monsieur Hanky et l'Homme au sport. 3 personnages cultes qui ont quand même eu l'occasion d'être étonnamment bien développés par rapport à leur concept. Pour voter, tout se fait dans l'onglet communauté, le lien est aussi en haut à gauche ou dans la description, et en même temps pensez à lâcher un like et un commentaire puisque ça fait toujours plaisir. Sur ce, à très bientôt pour de prochaines vidéos, j'ai pas mal de projets dans les cartons qui devraient pas trop tarder à arriver, c'était Maniaco, bye tout le monde, salut!